Nous revenons ici sur la méthode pour montrer qu'une application est injective, surjective, bijective ou qu'elle n'est pas injective, bijective ou surjective, et à partir d'une application bien connue. Et on va voir aussi que, en fait, dans une application, l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée ont un rôle très très important. Donc, je prends une application que l'on connaît depuis fort longtemps, c'est la fonction carré. Et je définis donc trois applications à partir de cette fonction carré, et vous voyez que en fait je ne change pas l'expression de la fonction, mais je ne change que les ensembles de départ et d'arrivée. La première c'est de R dans R, après R et R+, R+, et R+, et R- et R+. Et on veut étudier bien sûr l'injectivité, la surjectivité de ces quatre applications. Alors on va commencer par la première, par l'application f, la fonction carré que l'on connaît. Et l'injectivité, pardon, on commence par l'injectivité. On sait que cette fonction, on la connaît par cœur, on sait qu'elle n'est pas injective, on sait qu'elle n'est pas surjective non plus. Donc pour montrer qu'elle n'est pas, il va falloir trouver un contre-exemple. C'est extrêmement simple. Vous remarquerez au passage que je parle de fonction parce qu'on a l'habitude de l'appeler la fonction carrée, mais il s'agit bien d'une application. Hein. Donc ici, on va juste dire qu'on a f de 2 par exemple, hein, qui est égal à 4. Et ici, je vais avoir f de moins 2 qui est égal à 4 également. Et on a ici, bien sûr, et on a 2 qui est différent de moins 2. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que f n'est pas injective. N'est pas injective. Ça, c'est donc la démonstration par un contre-exemple. On ne fait pas de grande démonstration pour montrer qu'une chose n'est pas. D'accord? Là, en général, pour montrer que quelque chose n'est pas, un petit contre-exemple suffit la plupart du temps. On passe à la surjectivité ici. Eh bien, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que pour la surjectivité, on sait qu'elle n'est pas injective. Eh bien, je vais dire par exemple ici, moins 3 ne possède aucun antécédent par la fonction f, ça c'est quelque chose que l'on sait, donc elle n'est pas surjective. Donc f n'est pas surjective. Une remarque importante ici, c'est que si on a une application qui est plus compliquée et qu'on ne sait pas a priori qu'elle n'est pas injective, alors on fait une recherche au brouillon. Donc on va prendre ici soit x et x' appartenant à R ici, puisque je suis dans R bien entendu, et je vais dire donc que f de x est égal à f de x', et on va partir comme ça. Et donc en fait on va travailler au brouillon pour voir ce que ça donne. Ça va être équivalent à dire que x au carré est égal à x' au carré, et ça va être équivalent à dire donc que x au carré moins x' au carré est égal à 0, et on peut factoriser, ça nous fait donc x moins x' facteur de x plus x' est égal à 0, et donc ici x égale x', x égale x', ou x est égal à moins x'. Et donc vous voyez que en fait vous n'obtenez pas x égale x', c'est-à-dire que vous n'avez pas l'injectivité. Mais il ne faut pas faire ça, c'est pas ça qui va démontrer que l'application n'est pas injective. Par contre, ça vous donne une idée sur le contre-exemple à choisir. Vous voyez qu'il faut prendre un nombre et son opposé qui auront tous les deux la même image et qui ne seront pas nécessairement égaux. Donc voilà, donc j'insiste, hein, pour montrer que quelque chose n'est pas, un contre-exemple. Ici, la conclusion finale, donc, elle n'est pas bijective, bien sûr, puisqu'elle n'est pas injective, on aurait pu le dire dès le début, bien évidemment. Alors, on passe maintenant à l'application F1. L'application F1, c'est exactement la même, mais cette fois-ci, on a modifié l'ensemble d'arrivées et on a pris l'ensemble des réels positifs. Alors, pour l'injectivité, c'est exactement la même chose, donc elle n'est pas injective, donc elle n'est pas bijective non plus, bien évidemment. Et maintenant, on va faire la surjectivité. Donc cette fois-ci, je vais dire soit y appartenant à R+, puisque mon ensemble d'arrivées c'est R+. Et je vais dire que, alors on a les propriétés, hein, on sait que y est égal à racine carrée de y au carré, ça c'est la définition de la racine carrée, donc il n'y a pas de problème. Et on l'a ici, la racine carrée. Et donc ici, je vais pouvoir dire cette chose-là. Donc,
quel que soit y appartenant à R+, il existe x est égal à racine carrée de y qui appartient à R, tel que y est égal à f1 de x. f1 de x, et donc elle est surjective. Elle est surjective. Attention, hein, c'est toujours pour f1 ici. Et donc ici vous voyez qu'on a juste changé l'ensemble d'arrivées, on a pris donc une application qui n'était ni injective ni surjective, et bien en changeant l'ensemble d'arrivées, on l'a rendue surjective. Et donc vous voyez que l'ensemble d'arrivées a vraiment une importance et ça peut modifier les propriétés de l'application. Pour les applications F2 et F3, eh bien, elles vont être surjectives exactement de la même façon. Cette fois-ci, on va dire donc quel que soit... je rappelle que F2 et F3, c'est la même application, mais on a changé cette fois-ci l'ensemble d'arrivées. On a conservé R+ en ensemble d'arrivées, pardon, on a changé les ensembles de départ, et on a pris R+ pour F2 et R- pour F3. Donc, je prends donc une image dans R+, et je dis qu'il existe x égale racine carrée de y appartenant à R+, tel que y est égal à f2 de x. Et pour F3, eh bien, je vais prendre moins racine carrée de y qui appartient à R-, et on a aussi y est égal à f3 de x de manière vraiment évidente. Si on faisait notre étude classique de la surjectivité au départ, plutôt que de faire ce qu'on a fait ici, eh bien on prendrait soit y appartenant à R+, on aurait x au carré est égal à y, et ça, c'est équivalent. Alors, on peut passer par l'identité remarquable, bien sûr, mais enfin, on connaît quand même, on sait travailler avec la fonction carrée depuis fort longtemps maintenant. Et ici, on va dire que là, j'ai une solution ici unique dans R+. En fait, j'ai deux solutions quand je résous l'équation f de x, f2 de x ou f3 de x égale y. Et ici, j'ai solution unique. C'est pareil, unique, mais cette fois-ci dans R-. Donc, vous comprenez bien que si je travaille avec la fonction f2, eh bien, je vais prendre cette solution-là qui est unique, et si je travaille avec f3, je vais prendre cette solution-là qui est unique, puisque celle-là n'existera pas, et j'aurai donc l'unicité de l'antécédent. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on obtient donc f2 et f3 qui sont bijectives, et donc injectives, d'accord, puisque on peut écrire avec le « il existe un seul ». C'est-à-dire ici, si je mets cette chose-là, c'est quel que soit y appartenant à R+, il existe un unique, x est égal à racine carrée de y appartenant à R+, tel que y est égal à f2 de x. Je le fais pour f2, mais on pourrait le faire pour f3, bien évidemment. Et ça, donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que quand je prends les fonctions, enfin les applications f2 et f3, eh bien, en fait, j'ai juste changé l'ensemble de départ, et donc ça, vous savez qu'en fait, on a fait une restriction. Donc, f2 et f3 sont des restrictions de la fonction f1, de l'application f1, à des intervalles ici où on sait que la fonction carrée sur R+, elle est strictement croissante et sur R-, elle est strictement décroissante. Donc ici, vous voyez, donc les restrictions me donnent donc le fait que je vais avoir une bijection. Et donc, en conséquence, ça faudra y penser, c'est que des fois, on travaille avec des applications qui sont strictement monotones, ça on sait le montrer, est-ce qu'elle est strictement croissante, est-ce qu'elle est strictement décroissante. Et si vous choisissez bien l'ensemble d'arrivées, alors vous êtes sûr d'avoir une bijection, et on pourra avoir donc par exemple l'unicité de la solution dans le théorème des valeurs intermédiaires, ce qui est quand même très intéressant.